On va accueillir notre invitée, madame Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre au gouvernement d'Alain Juppé. Vous êtes également, vous avez une carrière politique, candidate écologiste aussi depuis longtemps, avocate maintenant. Et vous avez récemment pris en charge un dossier important, celui des riverains qui sont victimes des pesticides. Oui. Tout comme le sont les travailleurs agricoles qui sont nombreux à souffrir de maladies, soit neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, soit les cancers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui quelle est la situation et pourquoi vous avez choisi ce combat? Avec plaisir. D'abord, merci pour votre invitation. D'abord, le sujet des pesticides est un sujet que je suis depuis, j'ose pas dire combien de décennies, hein, parce que je m'y suis déjà intéressée quand j'étais au gouvernement. J'ai fait interdire 2-3 cochonneries. J'ai raté partiellement avec l'atrazine, qui n'a été interdite que plus tard, mais j'avais obtenu l'interdiction pour tous les usages non agricoles. Enfin bref, le sujet des pesticides est un sujet que je suis depuis très très longtemps. J'ai vu avec satisfaction que la loi de finances de la sécurité sociale de 2020 avait permis à la MSA d'indemniser les agriculteurs souffrant de maladies professionnelles au nombre de 3, ce qui est très peu, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus qui sont liés aux pesticides. Et du reste, j'ouvre une parenthèse, le rapport Ecophyto qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, en dénombre 6. Et si vous prenez le gros rapport INSERM d'il y a 2 ans, vous en avez encore beaucoup plus. Enfin, il y en a déjà 3, c'est-à-dire, comme vous l'avez justement rappelé, la maladie de Parkinson, le lymphome non-Hodgkinien et le cancer de la prostate. Donc c'est très bien, les agriculteurs qui malheureusement souffrent de ces pathologies et qui ont utilisé les pesticides sont considérés comme souffrant de maladies professionnelles, ce qui a un très gros avantage, c'est qu'il n'y a pas à apporter la preuve du lien de causalité. C'est-à-dire qu'il suffit de dire de prouver que vous avez utilisé les pesticides, de prouver votre maladie et vous avez droit à être pris en charge. Donc, c'est très bien pour les agriculteurs parce que malheureusement, ils sont très nombreux. Est-ce qu'on a les chiffres, par ailleurs, du nombre de travailleurs agricoles je malades ne du fait les ai des pas. pesticides? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une omerta sur ce sujet pendant des années et des pressions extrêmement fortes qui ont été exercées sur les agriculteurs pour qu'ils ne se déclarent pas. Voir à cet égard ce que raconte Paul François, qui est allé au bout de sa procédure avec malheureusement une indemnisation totalement ridicule. Bon. Mais là maintenant, je crois savoir qu'il y en a beaucoup qui se déclarent et de plus en plus, c'est-à-dire quelques-uns par semaine. Ouais. Donc, vous ajoutez les semaines au mois et je n'ai pas le chiffre. Je ne suis pas sûre que la MSA, du reste, le rende public. Non, je pense pas. Non, C'est une non, non, hécatombe. non, Ouais. non, non, j'en douterais beaucoup. Mais il y en a malheureusement beaucoup. Partant de là, je me suis dit que la situation des riverains était particulièrement inéquitable. J'avais eu l'honneur de défendre il y a maintenant quelques années le collectif des maires anti-pesticides qui regroupait des maires qui avaient essayé d'interdire sur une distance de l'ordre de 150 mètres l'épandage de pesticides au voisinage des habitations. Bon, 150 mètres, c'est pas beaucoup, mais c'est raisonnable. Pourquoi je dis c'est pas beaucoup? Parce que vous avez une étude très intéressante qui a été publiée il y a environ 1 mois ou 1 mois et demi sur l'impact de la vigne sur les cancers pédiatriques et qui montrait qu'il y avait des effets jusqu'à 1 kilomètre des vignes. Donc c'est pas 150 mètres. Oui, parce que les produits sont C'est volatiles. volatile, c'est C'est ça. volatile, c'est volatile. Donc ça vole et ça se pose sur les sols. Et ça se pose dans les poumons des gens. Et du reste, quand vous regardez, c'est très intéressant d'ailleurs, les statistiques des différentes agences de protection de l'air, Airparif et consorts, vous verrez que le niveau des pesticides dans l'air est très élevé. Voilà.
Donc, ces maires avaient essayé d'interdire, certains ont gagné devant, enfin, j'ai gagné quelques décisions devant les tribunaux administratifs, j'en ai perdu d'autres, et finalement, le Conseil d'État a jugé que les maires n'avaient pas la compétence pour réglementer l'épandage des pesticides dans leurs agglomérations. C'est inadmissible, mais enfin, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est quoi la réglementation sur l'épandage des pesticides? Aujourd'hui, la réglementation, elle résulte d'un texte. Alors, il y a eu un premier texte d'application du règlement communautaire de 2009 qui oblige à prendre en considération le voisinage des exploitations. Comme par hasard, le premier arrêté qui avait été pris ne prévoyait aucune disposition en faveur des riverains. Zéro. Donc, le Conseil d'État a annulé sur cette disposition qui a fait l'objet d'un décret et d'un arrêté qui ont fixé des zones très étroites de 5 mètres et 10 mètres. Donc, c'est vraiment que dalle. Hein. Oui. Et permettant en plus de passer des conventions avec les agriculteurs, permettant de réduire encore ces distances. Nous avons fait un recours devant le Conseil d'État et nous avons obtenu un minimum de 10 mètres. 20 mètres pour les produits, mais non, c'est rien du tout. 20 mètres pour les produits cancérigènes, mais ça apparaît encore beaucoup trop à un certain nombre de gens. Bon. Mais il y a quand même, enfin, moi, quelque chose qui me choque, c'est comment se fait-il que des produits qui sont labellisés comme cancérigènes sont encore autorisés? Monsieur Poulain, je me pose la même question que vous, je n'ai pas la réponse. C'est absurde. Comment des produits cancérigènes peuvent-ils être autorisés? Eh bien, on vous répondra parce que c'est utile pour l'agriculture et que le principe, c'est on autorise tant qu'on n'a pas de solution alternative. C'est très bien. Si on avait appliqué ça, on aurait encore le DDT, on aurait encore l'amiante, bien d'autres choses. Bon, quoi qu'il en soit, je me suis dit que c'était une situation qui était d'autant plus inacceptable que les riverains immédiats sont probablement dans une situation sanitaire plus préoccupante que celle des agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur, quand il va préparer son produit et quand il va l'épandre, a l'obligation juridique, il respecte pas, ça c'est une autre paire de manches, mais il a l'obligation juridique de se protéger, c'est-à-dire de mettre des lunettes, de se couvrir les cheveux, de mettre un masque et d'avoir un vêtement de protection. Donc, certains considèrent que ces vêtements de protection ne sont pas suffisants. C'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un minimum de protection. Et ils ont l'interdiction de revenir dans un champ qui a été épandu pendant 48 heures. Ça, c'est la réglementation pour les agriculteurs. Pour les voisins, en dehors de la petite bande de 5 mètres ou 10 mètres, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'un gamin, parce que vous savez comme moi que malheureusement, les seuils et les normes sont définis en fonction d'un homme de 60 kilos et de 20 ans. Ouais. Donc, un vieux, un jeune, un bébé, etc., on s'en fout complètement. Donc, un petit garçon, une petite fille qui va jouer dans le jardin, en proximité du champ qui vient d'être épandu, en admettant que ses parents les rentraient parce qu'ils ont vu qu'on épandait, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon. Ouais. Il va être directement en contact avec une exposition maximale. Les adultes, c'est la même chose parce qu'ils ne partent pas en vacances pendant 48 heures parce qu'on a épandu dans le champ voisin, hein, ce n'est pas vrai. Ouais, non. Donc, nous nous sommes dit, avec ma consoeur Madeleine Babès, avec laquelle je mène ce dossier, que c'était franchement inacceptable. Et donc, nous avons eu l'idée de monter une plateforme d'accès facile, autorisée par notre Conseil de l'Ordre, parce que je suis profession réglementée, je ne peux pas faire n'importe quoi, qui permet aux gens de venir pour s'inscrire sur cette action. Les choses se passent en 2 temps. Un premier temps où nous allons examiner les indications et les pièces que nous donne cette personne. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'emmener dans une procédure des gens qui n'ont aucune chance de succès. Et ensuite, si les pièces répondent, c'est-à-dire s'il y a effectivement des problèmes médicaux, si effectivement il y a une preuve de l'épandage, s'il y a effectivement une preuve d'une certaine permanence de cet épandage, à ce moment-là, on peut y aller.
Et donc, on passe à la deuxième phase, qui est celle de l'entrée dans la procédure que nous sommes en train de mettre en place, qui va être lancée probablement d'ici la fin du mois de juin pour permettre au plus grand nombre de pouvoir s'inscrire, et qui va donc nous permettre de poser le problème et de demander une indemnisation. Ouais. J'observe que dans le plan Éco-Phyto qui a été présenté récemment, il y a un paragraphe sur les riverains. C'est-à-dire que le gouvernement est parfaitement conscient qu'il a une responsabilité, qu'il a un problème. Sauf que ce qui est indiqué, c'est qu'on va faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire que ça nous renvoie au calendrier grec, pour voir si un système d'indemnisation est possible. Mais de toute façon, ce système d'indemnisation ne pourra en aucune manière être pareil que celui des agriculteurs, c'est-à-dire prévoir une inversion de la charge de la preuve, en quelque sorte. Ouais. Ce qui veut donc dire que s'ils mettent en place quelque chose, ça ne sert strictement à rien, parce que le propre, malheureusement, des maladies environnementales, c'est de ne jamais pouvoir apporter une preuve absolue, sauf en matière d'amiante, que le cancer dont vous souffrez est bien lié à tel ou tel produit. Parce que, effectivement, les cancers, il y en a 400 000 en France chaque année, de nouveau, qu'il y a beaucoup de causes de cancer, que donc, même si vous êtes un gros fumeur, vous pourrez dire qu'il y a de fortes probabilités que ce soit le tabac qui soit la cause de votre cancer du poumon, mais vous n'en aurez jamais la certitude. Oui, il y a de plus en plus de cancers environnementaux qui sont du fait de tous ces produits écocides. Que c'est la femme qui parle. J'étais assez choquée de voir qu'il n'y a que le cancer de la prostate qui est visé. C'est un cancer hormonodépendant. Le pendant chez les femmes qui n'ont pas de prostate, comme chacun sait, c'est le cancer du sein ou le cancer de l'utérus. Ça, c'est pas visé. Et Dieu sait qu'il y a des milliers de cancers du sein nouveaux chaque année en France. Oui, et de plus en plus nombreux. Mais il y avait aussi, à une époque, toute une question sur les malformations, oui, où il y avait j'y viens. Des clusters comme ça de malformations. Le Rémora, qui avait été dissous, finalement, pour dire, bon, on va arrêter de regarder ça, c'est terrible. Monsieur Poulain, vous abordez deux sujets qui sont très importants. Le premier sujet que vous abordez, c'est celui des registres. Nous sommes un pays en France qui ne veut pas savoir. Qui ne veut savoir ni où il y a des cancers, ni où il y a des malformations congénitales. Et effectivement, le combat qui avait été mené par le Réméra, c'était de créer un nouveau registre des cancers. Il y en a 6 aujourd'hui, 7 avec le Réméra, ce qui représente globalement 20% de la population française. Et pour les autres, on travaille par extrapolation, sauf que c'est débile. Et que surtout, ça ne permet pas de comprendre pourquoi, à certains endroits, on a une augmentation anormale des cas de cancer. C'est ça. J'ai fait un recours il y a maintenant plusieurs années pour des associations de médecins devant le Conseil d'État qui m'a envoyé baigner en disant que c'était totalement inutile, avec un mémoire du ministre de la Santé, qui était à l'époque Madame Buzyn, disant que c'était inutile. Bien, ça c'est un premier sujet, donc on ne sait pas. Mais ça, c'est quoi? C'est les lobbies qui sont derrière, qui ne veulent pas que les pouvoirs publics... Je pense que c'est très largement lié à deux sujets, qui sont 1, l'agriculture, et 2, le nucléaire. Je pense que c'est les deux gros problèmes. Alors, il y a des problèmes accessoires derrière qui peuvent être liés à des pollutions industrielles très importantes qui demeurent parce que l'État ferme les yeux et qui pourraient mettre en péril des entreprises. Mais je pense que les deux grandes causes, à mon avis, mais c'est un avis tout à fait personnel, c'est le nucléaire et l'agriculture. Le nucléaire, par exemple, lorsque j'étais ministre, était sorti un rapport sur l'excès de leucémie autour de La Hague. On était en 1996. À l'époque, j'avais demandé à l'administration si nous disposions de rapports ayant fait des études sur ce sujet. C'était les leucémies infantines. On n'avait rien du tout. Et donc, j'avais
exigé et obtenu d'Alain Juppé qu'une commission d'information se mette en place pour regarder le sujet. Le malheureux auteur de cette étude s'était fait traîner dans la boue, dans des conditions immondes, et il y a peut-être 10 ans, une nouvelle étude a été faite par quelqu'un d'autre. Le premier, c'était un homme, là, c'était une femme, je ne sais plus les noms, hein, donc je ne pourrais pas vous les donner, qui aboutissait exactement au même résultat. C'est-à-dire une augmentation anormale des cas de leucémie infantile autour de la Hague. Bien. J'en reviens à mon sujet des pesticides. Donc, pas de registre. Deuxième sujet, les excès, les problèmes de malformation congénitale. La question du registre était posée à la fois sur les cancers et sur les maladies congénitales. En ce qui concerne les maladies congénitales des petits, effectivement, il y a des clusters qui sont très curieux. Et je peux vous dire que dans les dossiers que nous avons d'ores et déjà reçus, il y a beaucoup de dossiers d'enfants, et notamment d'enfants qui souffrent de la même maladie que celle qu'a eue Théo Gratalou, qui, grâce à la ténacité de sa mère et à son propre courage, a fini par obtenir une indemnisation de la MSA, mais sa mère a été reconnue comme exerçant une profession agricole parce qu'elle menait un haras. Elle n'aurait pas mené le haras, Théo Gratalou aurait eu rien du tout. Et c'est ce jeune qui a toute une malformation de la... C'est ça. Eh bien, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans les cas qui nous ont été soumis. Donc, en fait, nous allons étendre notre action à 3 actions. La première va être exactement centrée sur les 3 cas reconnus par la MSA. La seconde, sur d'autres pathologies dont on considère qu'elles peuvent être en lien avec les pesticides. Et le troisième visera quelque chose pour lequel nous avons reçu un certain nombre de dossiers, qui est l'anxiété des gens qui vivent à proximité et qui se disent quand est-ce que ça va me tomber sur la tête. Ça fait beaucoup, et il y a quand même toutes ces preuves accablantes, toutes ces actions déjà là. L'idée, c'est de les centraliser, hein. Donc il y a cette plateforme où j'invite les gens, si jamais vous êtes riverain et que vous avez cette peur-là, ou vous avez déjà des problèmes de santé liés à l'épandage. Alors je veux ajouter, Monsieur Poulain, que ce que nous avons monté est destiné à être extrêmement accessible aux gens. C'est-à-dire que la procédure coûte 200 € pour toute la procédure, plus 40 € pour le dossier, c'est tout. D'accord. Et c'est tout, et l'idée, c'est d'avoir un dossier, une sorte de class action, et de pouvoir rendre Alors, visible... vous savez que la class action n'existe pas en droit français. Donc c'est une façon de... C'est un peu un succès d'année, si vous voulez. C'est ça. Mais bon, ça permet au moins de faire avancer les choses. On voit que la justice a du mal avec ces sujets-là. Les victimes du chlordécone, déni de justice. C'est incroyable ce qui leur est arrivé. Ce mois-ci, il doit y avoir un nouveau jugement, mais le dernier jugement a été un scandale pour les victimes de cette... complet. Il y a des problèmes de prescription, visiblement. Je ne suis pas dans ce dossier, donc je ne peux pas vous dire comment il a été conduit, j'en sais rien. Mais si j'ai bien compris, il y a des gros problèmes de prescription. C'est ça. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont dit que finalement, il n'y a pas d'indemnisation. Enfin voilà, mais on passe à autre chose, alors que c'est une épidémie. Parce que, Monsieur Poulain, moi je me souviens d'avoir écrit sur le chlordécone quand j'étais député européen, c'est-à-dire il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Mais justement, l'Europe, alors on nous parle des élections européennes en ce moment, l'Europe qui protège. Est-ce que l'Europe a fait quelque chose de positif dans la réglementation de ces produits dangereux, de ces produits chimiques qui sont utilisés? L'Europe, elle a fait plusieurs choses. C'est pas parfait, hein, mais enfin, il y a d'abord ce qu'on appelle le règlement REACH sur les produits chimiques qui oblige les industriels à justifier que leur produit n'est pas toxique. Donc, c'est plus à la victime de dire que le produit est toxique, c'est à l'industriel d'apporter la preuve qu'il ne l'est pas. Donc ça, c'est très important. Sauf que ce règlement devait être modifié et que, en raison
de l'incidence des lobbies en Europe et de la montée en puissance de la droite et de l'extrême droite, le texte a été renvoyé au calendes, la modification. Oui, évidemment. Le deuxième texte, qui est très intéressant, c'est le texte de 2009 qui réglemente les pesticides. Alors, je voudrais attirer votre attention sur la différence entre ce qu'il y a dans ce texte et l'interprétation qu'en fait la Cour de justice de l'Union européenne et l'application qui en est faite dans les différents pays. Mmh. Il y a un arrêt très intéressant de la Cour de justice de l'Union européenne de 2019, qui s'appelle Blaise, qui était le nom d'un faucheur volontaire, car il s'agit d'une question préjudicielle qui avait été posée par le tribunal correctionnel de Pau. Mmh. Pour savoir s'il condamnait ou non les faucheurs volontaires, le tribunal avait demandé à la Cour de justice si le règlement de 2009 était conforme au droit communautaire et en particulier au principe de précaution. Et vous avez un jugement très documenté de la Cour, un arrêt, qui dit le règlement, il est très bien, à condition que vous l'interprétiez comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Or, précisément, les batailles que nous menons actuellement, à différents d'entre nous, consistent à obliger la France, c'est en France, mais d'autres le font aux Pays-Bas ou en Allemagne ou ailleurs, d'appliquer ce qu'exige la Cour de justice quant à l'interprétation de ce texte. Voilà. Alors, dernier point, le glyphosate, dont on a beaucoup parlé. Alors, le glyphosate a donc été autorisé pour 10 ans par la Commission. Elle a été autorisée à la suite de la démission, si je puis dire, des États qui se sont abstenus, d'où pas de majorité, d'où Commission. Il y a une nouvelle procédure qui est liée à l'application de la Convention d'Aarhus aux institutions communautaires qui permet désormais aux associations de saisir la Commission européenne puis la Cour de justice en cas pour certaines décisions. Et donc, nous sommes un certain nombre d'associations, enfin moi je ne suis pas une association mais j'en défends, à avoir saisi la Commission européenne pour lui demander de revoir sa copie. Nous l'avons fait au mois de décembre ou au mois de janvier, selon les uns et les autres. La Commission avait un délai à la fin du mois de mai pour nous répondre, mais les textes lui permettent de disposer d'un mois supplémentaire. Donc, elle a un délai qui expire à la fin du mois de juin pour nous répondre. D'accord. Si à la fin du mois de juin, elle ne revient pas sur sa copie, eh bien, c'est la Cour de justice qui tranchera. Voilà, donc la Cour de justice est une juridiction qui vraiment fait très bien son travail de protection, à mon avis. Comparé à la Commission qui… Comparé à la Commission et comparé même à certaines juridictions françaises. Ouais, parce qu'en France, il y a eu, on a vu le mouvement des agriculteurs en début d'année, qui justement grognait contre toutes ces normes, etc. Et la seule réponse, on a l'impression, du gouvernement et de Gabriel Attal, ça a été de dire, écoutez, on va revoir les normes, notamment pour ce qui est de la pollution, allez-y gaiement sur les produits. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est dingue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème des agriculteurs est un problème très sérieux. D'abord, il y a un système d'une inégalité, d'une inéquité flagrante dans les dispositions de la PAC et la manière dont l'applique la France. Parce que vous savez que maintenant, les PAC ont été nationalisées, donc c'est chaque État qui décide la manière dont il les répartit. Or, on les répartit à l'hectare, ce qui fait que c'est les grands céréaliers qui ont 600, 700, 800 hectares qui obtiennent les fonds les plus importants et les éleveurs ou les arboriculteurs, ils ont des cacahuètes. Ouais, c'est totalement c'est honteux comme manière de faire. Deuxièmement, il y a un problème de transformation de l'agriculture. Nos sols sont dans un état catastrophique. Le dérèglement climatique a d'ores et déjà des effets extrêmement lourds sur l'agriculture, je pense en particulier dans le sud de la France, mais on peut dire aussi dans le nord avec les inondations, ou partout en France avec des phénomènes de gel, pas de gel d'abord, mais surtout de grêle, tout à fait inconnus jusqu'à présent.
Donc, si vous voulez, on voit bien qu'on est dans l'obligation de transformer notre modèle agricole, et la réponse du gouvernement, c'est de dire aux agriculteurs, eh ben, écoutez, continuez comme vous faisiez avant, c'est très bien et on va vous aider à le faire. Ce qui est buter contre son camp à tous les niveaux, y compris contre les agriculteurs eux-mêmes, et sans améliorer leur niveau de vie pour autant. Hein. Ouais, bon. Quoi qu'il en soit, il va bien falloir s'y mettre, et c'est pas en détériorant la santé publique qu'on va y parvenir. Mmh. C'est une vue de l'esprit. Le pire, c'est que non seulement c'est la santé publique, c'est la biodiversité, c'est la santé des sols aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux qui s'entretient maintenant depuis des années et qui fait qu'on a toujours recours à toujours plus de chimie, plutôt que d'essayer de limiter ou de voir comment faire. Aujourd'hui, on voit bien que la pensée, dominante, au gouvernement, mais dans les institutions, c'est de continuer sur cette voie de l'industriel, de la chimie et de dire: «Bon, bah, on va faire ça parce qu'il y a pas d'alternative». Mais est-ce qu'il y a Oui, mais les alternatives, je vais vous dire, monsieur Poulain, en 95, je me suis battue contre les OGM parce que les OGM de Oui. l'époque et les OGM d'aujourd'hui d'ailleurs étaient des éponges à pesticides. Mmh. Bon, et c'était déjà le glyphosate qui était dans le coup, hein. Ouais, C'est ouais. pas nouveau. Bon, vous allez pas me dire qu'en 30 ans, on n'aurait pas été capable de trouver des alternatives. Bien D'abord, sûr. il existe Ouais. déjà des alternatives non chimiques. Mmh. L'alternative principale, elle est évidemment dans l'agroécologie. Elle n'est pas dans d'autres molécules qui vont être toujours plus dangereuses, Ouais. même si on les utilise en moins grand nombre. Et vous voyez bien que le changement de mode de calcul auquel le gouvernement a procédé Mmh. sur le plan phyto pour réduire les pesticides ne va en réalité rien réduire du tout, puisque en réalité, ça va les augmenter. C'est un tour de passe-passe, comptable, Oui, hein, c'est uniquement ça. c'est tout. Ouais, mais donc pas de volonté politique, sans doute de gros enjeux, industriels et d'argent, Oui. mais pourquoi les premiers concernés, les agriculteurs, ne poussent pas pour avoir, un métier moins dangereux avec, moins de contact avec, ces Parce que je molécules et ces pense produits qu'ils ne dangereux? peuvent pas pour beaucoup d'entre eux. Mmh. Moi, je ne les incrimine pas. C'est pas Non, les non, agriculteurs que j'incrimine. bien sûr. C'est leurs organisations professionnelles, certaines d'entre elles en tout cas, et c'est surtout l'agrochimie. Ouais. L'agriculteur lambda, il ne peut rien faire du tout. Il est enfermé dans une coopérative qui ne défend pas les coopérateurs, mais qui défend l'intérêt de la coopérative. J'ouvre une parenthèse, la plus grosse coopérative, c'est Avril. Mmh. Avril, c'est le patron de Le Sieur, c'est le patron de toutes les grandes huiles, et c'est parti d'une coopérative agricole quand même. Hein. Ouais, Bon, ouais. donc ça fait réfléchir. Donc si vous voulez, ils sont au sein de coopératives qui vont leur livrer les semences, qui vont leur livrer les intrants, qui vont leur livrer les pesticides qui vont avec, et qui vont ensuite leur vendre leurs produits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ouais, ils sont, liés en fait à un système, et en sortir, Ils est sont, impossible. ils sont Vu dans que un déjà le système ouais, infernal. ouais. Il n'y a que ceux qui en sortent complètement et qui passent à la bio, qui est Mmh. particulièrement maltraité en France, il faut le dire quand Mmh. même, qui changent le système. Mmh. Et Mais ces avec le risque volontés, de pas avoir de revenus, de voilà, le problème, c'est la précarité de ce métier, et de dire si vous choisissez exactement, de changer, ça va être encore plus difficile d'en vivre. exactement. Ouais, ouais. Il y a aussi le prix des produits, aussi ce qui fait, qu'on vend toujours plus de chimie, c'est de dire: «Mais attendez, il faut que les gens puissent acheter, des produits, qui ne sont pas hors de prix puisque le bio est de plus en plus cher, la qualité va être de plus en Oui, plus chère». Ça c'est vous aussi, voyez un bien, raisonnement. monsieur Poulain, qu'on touche à quelque chose qui est encore plus fondamental, qui est la manière dont on compte et la manière dont on fiscalise. Ouais. Vous voyez? C'est quand même tout à fait choquant, et je ne parle pas que pour l'agriculture, je parle de manière générale, qu'un produit qui va être bon pour la santé humaine, bon pour l'environnement, bon pour ceux qui le produisent, coûte plus cher Mmh. qu'un produit qui est mauvais pour l'environnement, mauvais pour le consommateur et Eh oui, mauvais pour celui qui le produit. bien sûr, oui. C'est totalement absurde. Bon, or, c'est précisément le système qui a été mis en place
pour garantir l'agrochimie. Parce que l'agrochimie, elle gagne sa vie précisément sur la vente de ces produits chimiques. Bien sûr. Et il ne faut pas oublier non plus, je ne suis pas du tout une complotiste, hein, mais il y a quand même des vérités qu'il faut rappeler, que ce sont les mêmes entreprises qui vendent la chimie pour produire et qui vendent les médicaments pour guérir ou soigner les maladies produites par leurs produits. La fusion Bayer-Monsanto, hein, qui a fait long feu, mais qui avait fait couler beaucoup d'encre et qui montrait toute cette ligne finalement de la chimie sert à tout et on ne doit pas sortir de cette bulle chimique dans laquelle on enferme l'humanité actuellement, quoi. C'est ça. Et alors sur la biodiversité, on en a dit un mot, mais c'est quand même là aussi un danger premier. On a beaucoup parlé des abeilles, hein, qui sont le marqueur, mais aussi les milieux aquatiques qui sont extrêmement poreux. Quand on voit la violence avec laquelle le gouvernement s'attaque aux militants écologistes, hein, en parlant d'éco-terroristes, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un double discours? D'un côté, parler de transition climatique, d'enjeux, etc., de sauvetage de la planète, et puis de l'autre, criminaliser la lutte écolo systématiquement et de manière assez inédite. On n'a jamais vu autant de violence déversée sur des militants écologistes que depuis ces dernières années. Alors, c'est vrai en France, malheureusement, la violence contre les militants écologistes, elle est ancienne. Vous la trouvez au Brésil, avec des militants qui défendaient la forêt brésilienne qui ont été tués. Vous la trouvez en Russie, où les militants écologistes ont été envoyés au goulag ou équivalent, voire carrément tués. Donc, tous les régimes autoritaires s'attaquent aux militants écologistes. C'est nouveau dans nos contrées. C'est nouveau dans nos contrées parce que on assiste effectivement à une forme d'écolo-bashing qui a plusieurs sources, à mon avis. La première, c'est que sur le fond, ce que nous disons depuis des années est vrai et impose des changements lourds que les gens ne veulent pas faire. Ouais. Et donc, plutôt que de le reconnaître, c'est plus facile de s'attaquer à ceux qui sont les porteurs de mauvaises nouvelles et qui demandent des changements en corrélation avec l'urgence des temps actuels. Ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet qui est quand même très lié à un certain camp politique, situé plutôt à l'extrême droite, voire la droite dure du champ politique, mais qui malheureusement s'étend à d'autres, considérés comme modérés, qui, parce qu'un certain nombre d'intérêts économiques sont de plus en plus mis en cause, s'attaquent à l'écologie. Je dirais en dernier lieu qu'il y a des opérations dont je ne suis pas sûre qu'elles soient très positives. Je comprends tout à fait l'exaspération de nos jeunes qui voient que ça ne bouge pas. Et j'aurais 20 ans, j'aurais la même exaspération. Mais je ne suis pas sûre que d'aller balancer de la tomate sur les toiles de maître fasse vraiment avancer les choses, vous voyez. Oui, non, ça, c'est effectivement assez particulier comme mode d'action. Mais par contre, la réalité, c'est ça, c'est que les lanceurs d'alerte, les messagers sont critiquement dénigrés, attaqués et conspués pour éviter que finalement les choses avancent. Hein. Ça, c'est une tendance qui n'a pas changé. C'est malheureusement pas nouveau, mais plus, je dirais, on rentre dans le dur et on va être obligé de faire les choses, plus les résistances sont importantes. Si vous voulez, dans un premier temps, quand on pouvait faire du greenwashing tranquillou, que ce soit du greenwashing politique ou économique, on s'en foutait. C'est de la com. Là, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est pas de la com. C'est autre chose. C'est de l'action et on est loin du compte, malheureusement, quand on voit les différentes choix, les prises de position sur le recul. Hein, le plan Éco-Phyto, on peut parler d'un recul en réalité. Ah oui, évidemment. Annoncé. Évidemment, c'est un recul. Mais malheureusement, au niveau communautaire aussi.
Ouais. Puisque le texte qui devait être adopté a été renvoyé aux calendes. Et sur la biodiversité, le dernier texte de la mandature, c'était Restaurer la nature, qui a pourtant été voté par le Parlement, voté par le Conseil, adopté en trilogue, Ouais. et renvoyé au Conseil des ministres du 24 juin, je crois, 2024, pour savoir s'il sera publié ou pas. Ouais, non, c'est juste dingue. On est là sur du surplace et une volonté politique, en fait, inexistante, hein. C'est ce que disent, beaucoup sur, le fait de prendre ce sujet. Moi, ce qui me choque le plus, on en parlait à l'instant, c'est le fait de ne pas vouloir savoir, de ne pas avoir d'indicateurs À pas sur vouloir les savoir. cancers pédiatriques, notamment les cancers pédiatriques. Enfin, c'est quand même un scandale. On a les moyens avec les ARS d'avoir Mais des bien remontées sûr, de terrain. mais Donc avec les données de la sécurité sociale et des ARS, on pourrait parfaitement avoir les données. ouais, Mais on ouais. ne le veut pas. Mmh. Parce que si on a les données extrêmement précises, vous allez avoir des corrélations qui vont apparaître. Alors, corrélation ne signifie pas lien de causalité, mais signifie à minima, il faut aller chercher. C'est ça, c'est ça. Et puis, ensuite, voir où est le problème et alerter comme vous le faites, madame Lepage. Donc je rappelle, cette action et cette plateforme, hein, où, Ça on s'appelle peut, Agir collectivement, vous trouverez ça facilement, c'est sur notre site voilà, internet, Hugo Lepage Avocat, on peut s'y et c'est inscrire vraiment à ouvert à tous. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de personnes qui sont inscrites, de beaucoup de mmh régions françaises, mh. des jeunes, des moins jeunes, des petits, et nous lancerons l'action à la fin du mois de juin. Très bien. Ben, écoutez, on en reparlera, puisque c'est un sujet important, qui mérite davantage de lumière, les victimes de pesticides, qu'ils soient travailleurs agricoles ou riverains, et on espère que cette action va faire, beaucoup de bruit. Merci d'avoir accepté notre Merci de invitation, m'avoir d'avoir, invité. Au revoir, Monsieur posé la Poulain. Bonne question. journée Au à revoir. vous et à tous et à toutes. Au revoir, merci. Et voilà, on a parlé donc avec, Corinne Lepage, ancienne ministre, avocate, de ce sujet des victimes de pesticides. On avait également, à l'époque où on faisait des podcasts, invité, la responsable du REMERA sur ce registre, hein, des malformations qui a été supprimé purement et simplement. Pour moi, un scandale, énorme et sous-traité encore une fois médiatiquement, la façon dont finalement, hein, on s'en fout de la santé des citoyens, on s'en fout de la santé des gens. Ce qu'il faut, c'est faire de l'argent, un peu toujours pareil et peu importe. Et puis cette criminalisation des militants écolos qui est proprement insupportable.